objets. Voilà de quoi on va parler. Ben, je vais juste me présenter brièvement, là, parce que je ne suis pas un développeur, puis je suis le seul qui porte un veston ici. Mais j'ai des jeans, par exemple, je devrais être correct. On va parler du contexte Internet des objets, une définition. Tout à l'heure, il y en a eu une. Je vais en donner une qui est un petit peu plus formelle. On va parler évidemment de la sécurité de l'Internet des objets et on va parler de la gestion du risque. Parce que c'est récemment, dans les actualités, vous avez entendu parler de l'attaque qui a paralysé une partie de serveurs DNS majeurs. Puis, bon, la cause de tout ça, c'est un botnet qui était composé principalement de quelques dizaines ou centaines de milliers d'équipements qui étaient des webcams fabriqués en Chine. Donc, c'était de l'Internet des objets là, qui était vulnérable, c'était exploité par quelqu'un. Donc, ce n'est que le début de ce qu'on voit là. Bon, qui suis-je? Ben, je vais passer très, très rapidement là-dessus. Comme j'ai mentionné, je ne suis pas un développeur, je suis un spécialiste en sécurité, comme lancez-moi pas vos canettes, s'il vous plaît. J'ai 34 ans d'expérience dans le TI, j'ai une petite entreprise, puis je fais partie d'une start-up aussi qui s'appelle IDM, que je pourrais peut-être vous parler un jour, qui n'a pas rapport avec l'Internet des objets, rassurez-vous. J'ai quelques certifications en sécurité, CCSP, CISA, CCSK, rapport à la sécurité de l'info nuagique, certaines normes ISO 27000. Ça, c'est notre pain puis notre beurre. Puis plus qu'on a de lettres, plus on fait d'argent. Mes domaines d'intervention, ben, il y a la gestion du risque, architecture de sécurité et réseautique. Et j'ai développé une expertise au cours des dernières années. Oui, au cours des dernières années. Au niveau de l'info nuagique, rédaction de stratégie, de cadre de gouvernance pour des organismes gouvernementaux. J'en ai écrit beaucoup, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec. J'ai aucune idée, là, mais en tout cas. J'ai participé à l'implantation de services info nuagiques. J'ai aussi donné des cours concernant la certification CCSK, qui est une certification qui est indépendante de manufacturier au niveau de la sécurité de l'info nuagique. On était les premiers qui l'ont donné en français au Cégep de Limoilou. Pourquoi se préoccuper de la sécurité de l'Internet des objets? Bon, on le sait, on le devine, on commence à le voir. L'Internet des objets va se propager partout dans notre vie quotidienne, dans l'industrie, au niveau des gouvernements. Ça va être une prolifération comme on n'a pas l'idée de qu'est-ce qui va en résulter. Cependant, comme on l'a vu récemment, ça peut compromettre la sécurité, soit à petite échelle ou à très, très grandes échelles. Donc, le but de ma présentation, c'est de vous présenter à quoi ça pourrait ressembler, puis vous donner les moyens aussi d'être capable de mitiger les risques associés à l'Internet des objets. Pourquoi cet engouement envers l'IoT? L'Internet des objets, Monsieur Martin, tout à l'heure, en a présenté un bref aperçu. C'est une révolution industrielle qui est en train de naître. L'objet n'est plus vu comme étant un produit, c'est vu comme étant un service. Donc, c'est une approche qui est totalement différente. Et qu'est-ce que l'industrie trouve d'intéressant là-dedans? C'est que ça permet de diminuer les coûts d'opération, ça permet d'augmenter la productivité, puis ça permet aussi d'ouvrir des nouveaux marchés, de développer des nouvelles offres et des nouveaux produits. C'est ce qui explique pourquoi il y a un tel engouement vis-à-vis de ça. Puis, je vous donne quelques chiffres, je pourrais vous en donner pendant 10 slides. Je vais en donner une seule. De 2015 à 2020, on estime qu'il y aura 6 000 milliards de dollars US qui vont être investis dans l'Internet des objets. C'est peut-être une estimation qui est oversizée ou c'est peut-être quelque chose qui est en bas, mais il y a beaucoup d'argent qui est mis là-dedans. Et l'industrie espère avoir un retour sur l'investissement de 13 000 milliards. Donc, on voit que c'est le double de ce qu'on va investir. Ça explique en grande partie là, pourquoi il y a tellement d'intérêt vis-à-vis de ça. Une simple définition de l'Internet des objets, un petit peu plus élaborée que tout à l'heure, qui provient d'un organisme qui s'appelle l'ISACA. C'est celle que j'ai trouvée la plus intéressante, qui était la plus simple. L'Internet des objets désigne des objets physiques dotés de capacités de traitement de l'information. On l'a vu tout à l'heure, d'une connectivité réseau, c'est une condition sine qua non, permettant de communiquer avec d'autres entités, les autres entités étant des objets, des services ou des humains. Parce qu'essentiellement, il faut qu'il y ait une interaction avec l'environnement physique, puis normalement, c'est nous autres qui devrons en profiter. Il y a différents autres termes pour l'Internet des objets. Il y a Internet of Everything. Il y a Internet of Shit, c'est mon préféré, celle-là, parce qu'on l'a vu récemment. C'est de la cochonnerie qui était sur le marché, qui était dans le champ, puis ça nous est revenu en pleine face. Il y a Bad Internet Neighborhood aussi. On dit que c'est des mauvais voisins là, qui est connecté sur le réseau. Le domaine des objets connectés.
ça va se propager partout. En voici quelques exemples, puis vous savez, autour de vous, il y en a probablement déjà. Moi, j'en ai un au poignet, j'ai 3-4 bidules à la maison. Il y en a probablement ici. Bien, il y a Momo, là, qui est un objet connecté. Donc, c'est les objets de consommation de masse. Donc, la maison intelligente, les vêtements intelligents, prenez n'importe quel objet et mettez le terme intelligent. Il y a la santé, le e-santé. Donc, c'est les équipements qui sont pour les individus de consommation courante, mais aussi dans les hôpitaux qu'on va retrouver de plus en plus de ce type d'équipements connectés. Donc, au lieu de brancher avec des fils, bien, ça existe déjà, mais ça va se proliférer encore plus. On va pouvoir suivre le patient connecté, tout ce genre de choses-là. Il y a les objets industriels, donc ce qu'on appelle les affaires manufacturières, le SCADA, là, qui sert à contrôler les équipements industriels. Il y a je ne sais pas, je l'ai écrit ici, il y a un autre domaine qui est le HVAC ou HVACC, qui est pour tout ce qui est ventilation, air conditionné, contrôle environnementaux. C'est des objets qui vont être connectés. Il y a le domaine militaire aussi, qui tire beaucoup d'avantages au niveau des objets connectés. On a juste à mentionner les drones qui font partie de cette catégorie-là. Il y a les équipements de logistique et tout ça. Il y a énormément d'argent qui sont mis là-dedans. Et il y a la ville intelligente. La ville intelligente, là, c'est probablement un des domaines où l'objet connecté va prendre beaucoup de place. C'est même déjà commencé. Je vais juste vous donner un exemple. Il y a le lampadaire. Le lampadaire que tout le monde connaît, qui est dans il y a le lampadaire intelligent. La Ville de Montréal a 110 000 lampadaires conventionnels. Ils ont commencé à les remplacer par des lampadaires intelligents. Donc, l'éclairage, c'est de l'éclairage LED qui est mis. C'est de l'éclairage qui sont capables de contrôler la consommation électrique, sont capables de s'en servir pour interagir avec l'environnement, pour envoyer des signaux. Le lampadaire étant intelligent, il faut qu'il soit connecté, donc il est connecté en grappe par des technologies souvent Wi-Fi. Donc, s'il est connecté, bien, il peut servir à d'autres fins aussi. Il peut servir de senseurs environnementaux. Donc, on connecte au lampadaire des senseurs pour, par exemple, détecter la quantité de neige qu'il y a dans la rue, le taux d'humidité. On peut même brancher des senseurs visuels pour déterminer le trafic routier. On peut connecter sur le lampadaire aussi, évidemment, les caméras de surveillance. On peut même s'en servir pour offrir des points d'accès aux citoyens. Donc, il y a certaines municipalités auxquelles ça les intéresse. Donc, vous voyez, c'est uniquement l'imagination qui nous retient, qui est la limite là-dedans. C'est un marché qui est énorme. En plus, la ville est capable de contrôler la consommation électrique des lampadaires. Donc, ce qui arrive, c'est qu'auparavant, c'était un frais fixe auprès d'Hydro-Québec que le lampadaire soit fermé ou éteint, ou qu'on ne s'en sert pas pendant une semaine, ou peu importe. Tandis qu'avec ça, on est capable de déterminer la consommation électrique puis de réduire la facture en conséquence. Donc, vous voyez les nombreux avantages que ça peut avoir pour une ville. On parle uniquement des lampadaires. Donc, il y a un paquet d'autres objets de la ville qui pourraient être connectés de manière intelligente. Puis, il y a les services financiers, notamment les assurances. Donc, vous savez, avec Ajusto, c'est un bel exemple. Les bracelets pour déterminer votre mode de vie. Donc, ça pourrait faire varier votre taux de prime si vous menez une vie saine, etc. Mais si vous êtes délinquant, ça peut vous attirer une prime plus élevée. Puis, il y a toutes des questions de vie privée associées à ça et tout ça. Ce qu'on a à l'écran, c'est une représentation de l'écosystème des objets connectés. Vous allez voir, cette diapositive-là, elle va revenir à une autre reprise dans la présentation. Vous allez reconnaître des trucs qu'on a vus tout à l'heure dans l'autre présentation. Bien, il y a l'objet connecté en lui-même. Donc, dans ce cas-ci, c'est un grille-pain. On peut interagir avec lui directement ou à travers une passerelle qui est essentiellement un dispositif qui permet à l'objet de se connecter à un réseau. Il y a l'utilisateur qui souvent utilise un équipement mobile pour pouvoir parler à son objet, recevoir des messages, interagir avec lui, soit à travers la passerelle ou directement, tout dépendant du dispositif que vous achetez. Et souvent, l'objet se connecte sur Internet vers un fournisseur de services. Donc, il y a une valeur ajoutée qui peut être donnée par des trucs qui sont à quelque part dans Internet, souvent dans des infrastructures de type info-nuagique. Évidemment, il y a le manufacturier qui est connecté aussi parce que si notre objet il a besoin de faire des mises à jour, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou il y a une vulnérabilité qu'on veut obtenir,
le manufacturier peut la rendre disponible à ce moment-là. Donc, tout ça est connecté. Du côté des fournisseurs de services, bien, il y a d'autres éléments qui peuvent être introduits dans l'écosystème, notamment les réseaux sociaux. Donc, votre toaster peut vous envoyer des tweets, votre frigidaire peut vous envoyer des tweets. Ça peut être aussi une interaction avec un portail quelconque qu'on peut connecter à des réseaux sociaux. Et il y a des bots aussi. Donc, ça, c'est une autre affaire qui peut se connecter là-dessus, donc qui est une intelligence qui interagit. Donc, tout ça cohabite ensemble. Et il y a les autres. Les autres, bon, ça peut être un paquet d'autres mondes, notamment les méchants, qui veulent profiter soit de paralyser le service ou de se servir de l'objet connecté comme point de relais vers d'autres attaques, comme on a vu récemment au niveau de l'Internet. Donc, tous ces acteurs interagissent entre eux là, selon différents protocoles, selon les besoins d'affaires aussi que le fabricant de l'Internet des objets a. Volumétrie de l'Internet des objets. Donc, c'est une slide qui vient d'une présentation de Cisco, qui est un gros joueur au niveau de la réseautique et qui s'intéresse beaucoup à l'Internet des objets. Essentiellement, ce que ça fait, c'est une échelle de temps là, de 2003 à 2020, évidemment, c'est une estimation. La population mondiale versus le nombre d'objets connectés versus aussi le nombre d'objets par individu qui est là. Donc, ça donne quand même une idée là, à quoi ça va ressembler. Je ferai remarquer qu'il y a comme une inflexion aux alentours de 2006-2007 où le nombre d'objets connectés est plus grand que la population mondiale. Et on prévoit que vers 2020, chaque individu, encore là, c'est une prévision statistique, mais c'est juste pour vous montrer à quoi que le monde de demain va ressembler. Chaque individu aurait potentiellement 6,58 objets connectés en sa possession. Donc, ça va probablement être des trucs au niveau de la santé, des trucs pour le positionner. On peut imaginer des tas de choses. Là. On parle de 50 milliards d'objets connectés en 2020 à peu près. Donc, c'est énormément de bidules qui ont besoin d'être adressés parce qu'évidemment, quand on est connecté, ça nous prend un moyen de nous repérer. Donc, c'est là que ce qui va amener ce qu'on appelle IPv6, qui est la prochaine génération du protocole IP. IPv4, présentement, les adresses sont épuisées, il n'y en a plus vraiment disponibles. Il y a certaines compagnies qui en ont quelques-unes en réserve, mais essentiellement, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus moyen d'en avoir. Donc, c'est là qu'on va arriver avec un espace d'adressage qui est assez phénoménal. Donc, chaque objet qu'on va construire, les 50 milliards de tout à l'heure, vont pouvoir avoir une adresse qui est là. Puis ça, il n'y a pas juste les objets qui ont besoin d'adresse, évidemment, il y a les téléphones mobiles, vous qui surfez sur le web, vous avez besoin d'une adresse. Le nombre qui est là, je ne vais pas vous l'énumérer parce que franchement, je vais fourcher après 2-3 chiffres. Là. Mais à grosso modo, là, on parle près de tera-ieta, à peu près, pour ceux qui connaissent les synonymes. Là. Donc, c'est un paquet de zéros, un à la suite de l'autre. On peut donner une adresse IPv6 à chaque atome sur Terre et nous pouvons le faire aussi pour 100 autres planètes comme la Terre. Donc, on a un espace d'adressage assez grand. La volumétrie des objets connectés. Cette diapo-là a encore été empruntée à Cisco. C'est la fameuse ville intelligente là, en 2019. Là. Eux prévoient qu'une ville va pouvoir, de 1 million d'habitants, va générer par jour 180 millions gigaoctets de données. À ce moment-là, tous les objets connectés qui seraient dans la ville. Donc, vous savez, vous imaginez que c'est énormément de données. Il va falloir les traiter. On parle des entreprises, on parle de la sécurité publique, des senseurs de météo, les buildings intelligents, les hôpitaux, l'automobile connecté. Donc ça, c'est l'autre affaire là, qui existe aujourd'hui, mais pas à grande échelle, mais c'est pour demain. Smart grid, c'est essentiellement l'alimentation électrique. Donc, on parle de gigaoctets, de téraoctets, de pétaoctets. C'est des données, là, c'est des nombres vraiment incroyables. Donc, l'objet doit se connecter. On peut parler de l'empreinte des communications d'un objet connecté. Ici, c'est que l'objet connecté il est en relation, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des objets d'autres services et des humains. C'est contrôlé par du logiciel, je ne vous apprends rien là-dedans. Et évidemment, c'est fait à l'insu de l'humain, on n'a pas à intervenir là-dedans. Ici, on a un petit exemple avec les fameux bracelets Fitbit.
un bracelet Fitbit et les objets connexes se connectent à un paquet d'autres services. Donc, ils se connectent sur Android client Fitbit.com, iPhone client Fitbit.com, API Fitbit.com, client Fitbit.com, puis www.fitbit.com. Donc, mon bracelet, il se connecte à un paquet d'endroits pour, évidemment, fonctionner, me rendre les services auxquels j'attends, mais il fait ça, puis je ne sais pas qu'il le fait. Mais c'est normal qu'il le fasse aussi, mais c'est la communication qu'il fait à notre insu. La prochaine, elle est assez intéressante. C'est la compagnie OpenDNS, qui a été achetée par Cisco, curieusement. Quel curieux hasard. L'entreprise OpenDNS, c'est des spécialistes en sécurité. Et ils ont analysé le trafic d'une Smart TV de Samsung. Que représente le petit schéma qui est là? C'est que ça représente le dialogue qu'il y a entre une Smart TV et le reste de l'Internet. Et ils ont réussi à ventiler à quel endroit est installé des Smart TV à travers les adresses IP. Donc, on fait un travail là-dessus. Donc, le domaine des télécommunications, le domaine de la vente au détail, les services providers, le domaine hospitalier. Donc, c'est tous des endroits où il y aurait des Smart TV, du moins c'est ce que OpenDNS affirme. Et ces Smart TV-là se connectent à des services, on l'a vu tantôt, offerts par Samsung. Donc, un paquet de services qui sont ici, je les ai recopiés ici. Donc, à votre insu, votre Smart TV qui est à la maison se connecte à un paquet d'endroits là, à toute heure du jour pour ses besoins. Donc, puis, dans les Smart TV, on peut installer des apps. Donc, il y a un paquet de bidules qui vit là-dessus. Il y a même des Smart TV, puis vous en avez probablement entendu parler, qu'on peut connecter. Il y a une caméra dessus, comme une Kinect, là. Donc, elle peut vous regarder puis tenter de déterminer votre comportement. Ou il y a des interactions avec des jeux, des trucs de ce genre-là. Donc, ça montre que ça se connecte à un paquet d'endroits. Ce n'est pas vraiment bien documenté. Puis, c'est des choses qu'il faut être conscient. Là. Évidemment, ça occupe un certain débit sur l'Internet. Donc, par exemple, chez moi, j'utilise un bidule qui s'appelle NetAmo. Essentiellement, c'est un bidule pour lire les paramètres environnementaux dans la maison et à l'extérieur. Ils ont rajouté un module que j'ai acheté, mais je n'ai pas branché encore. Ce que ça fait, c'est qu'au lieu de lire les paramètres environnementaux, c'est une caméra qui est dedans. Je le mets à un endroit stratégique de la maison, puis il fait de la reconnaissance faciale. Donc, je lui apprends quels sont les visages des individus qui vivent dans ma maison. Et si jamais il y a un visage nouveau qui apparaît, il est capable de m'avertir à ce moment-là. Donc, évidemment, le petit boîtier il a à peu près la grosseur de du verre, un petit peu plus petit, puis plus design, là. Mais il ne fait pas ça tout seul. Il va se connecter sur un service qui est à quelque part dans le nuage, qui est propriété de NetAmo. Il fait l'analyse des images qu'il reçoit, puis il m'avertit en conséquence. Donc, ça veut dire que c'est toujours en fonction, 24 heures sur 24, puis ça lit dans ma maison. Évidemment, moi, je vois ça d'un œil. C'est de la recherche et développement que j'ai fait quand je l'ai acheté. C'est ce que j'ai dit à ma femme. Là. Mais je l'ai fait par curiosité, puis je voulais voir comment ça marchait, tout ça. Mais vous imaginez toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau de la vie privée. Donc, si NetAmo, on signe un contrat avec eux, ils te font signer un contrat plutôt. Puis ils disent, bon, ils vont protéger tes données, tout ça. Mais qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas le gouvernement américain avec Trump qui pourrait, en tout cas, on va arrêter ça. OK, on va faire un petit peu de prospective. Le numérique, la mobilité, la virtualisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, l'ubérisation et l'Internet des objets, c'est une suite de perturbations créatrices. Donc, ça change radicalement le monde dans lequel on vit. Uber est le plus bel exemple. C'est arrivé très, très rapidement, puis ça a changé la dynamique au niveau du transport. L'intelligence artificielle, on en parlait il n'y a pas si longtemps, bien là, on commence à le voir, les impacts que ça va avoir. L'Internet des objets, bien, ça va interagir avec tout ça là, pour amener des nouvelles fonctionnalités, mais ça va créer des ruptures, tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vivre avec s'il n'y a pas moyen de stopper ça. Ça l'amène le fait qu'il y a des fortes dynamiques intersystèmes. On l'a vu tout à l'heure, c'est connecté sur Internet, c'est connecté dans des services infonuagiques. Il y a un paquet de trucs qui interagissent entre eux. Donc, ça l'amène tout un éventail de nouveaux scénarios qui pourraient se produire avec des conséquences néfastes.
Si, par exemple, il y a une panne de courant, l'Internet tombe, il n'y a plus rien qui marche. C'est juste un scénario parmi tant d'autres. Donc, le monde qui s'en vient, là, avec ça, qui se présente à nous, là, c'est un monde qui va y avoir de fortes perturbations, des ruptures technologiques, forte interaction à travers des réseaux, puis des réseaux de tout ordre, connectivité permanente, des forts volumes de données. Donc, ce que ça va avoir comme conséquence, parce qu'il va y avoir la complexité qui va être associée à ça, puis il va y avoir un élargissement de la surface d'attaque. Donc, ça veut dire qu'on devient plus vulnérable, étant donné qu'on offre plus de surfaces qui potentiellement peuvent être vulnérables. Donc, d'où l'importance d'avoir une sécurité qui est renforcée, une sécurité qui est robuste. Donc, voici quelques questions qu'on se pose vis-à-vis de l'Internet des objets. Donc, qui aura accès à l'appareil? Comment l'identité sera établie et prouvée? Quelles sont les menaces? Comment seront-elles atténuées? Qui doit-on aviser dans le cas d'une attaque ou de la découverte d'une vulnérabilité? Quel est le processus de mise à jour dans le cas d'une vulnérabilité? Quelles sont les informations personnelles qui sont collectées, stockées ou traitées? Avec qui les données seront partagées? Ça, c'est des questions de PRP, là, protection des renseignements personnels. Les personnes dont les renseignements sont recueillis savent-elles quelle information qui est collectée et utilisée? Ont-elles donné leur consentement, etc., etc., etc.? Donc, il y a un paquet de questions qu'on peut se poser. Les prochaines diapositives, on va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, de se donner un moyen de comprendre et aussi de mitiger les risques. Est-ce que ça va? Première question, il faut se poser la question, c'est quoi la sécurité de l'information? Pour nous, dans le milieu, ça se résume à trois choses. C'est trois objectifs qu'on se donne, qu'on essaie de préserver. On peut dire aussi ces trois qualités. C'est la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. On les appelle souvent la DIC, pas confondre avec le terme anglais qui signifie d'autres choses. Donc, la disponibilité, c'est quoi essentiellement? C'est que l'information soit disponible ou le système soit disponible. On peut même mettre ça à des individus, soit disponible lorsque c'est nécessaire, lorsqu'on en a besoin. L'intégrité, c'est quoi? Bien, c'est que l'information soit dans l'état initial puis dans l'état qu'on veut qu'elle reste dans le temps. Ça peut être aussi l'intégrité d'un système, donc ce n'est pas forcément de l'information, ça peut être aussi quelque chose qui doit interagir avec son milieu. Le dernier, confidentialité, bien, ça, vous vous en doutez, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement, c'est s'assurer que l'information soit accessible seulement à qui elle doit être accessible à ce moment-là. Ça peut être aussi, pas forcément un humain, ça peut être un système à ce moment-là. Et la sécurité, bien, c'est un de ces trois choses-là, ou c'est une combinaison des trois choses qui sont mises en place. Donc, quand on parle de risque, bien, c'est des choses, des événements qui peuvent avoir un impact sur la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité. Donc, un risque, ce n'est pas une menace, c'est une chaîne de choses qui peuvent impacter ces trois affaires-là. Donc, si on garde ça en tête, ça facilite beaucoup les choses pour expliquer qu'est-ce qu'un risque. Un risque, c'est un impact sur ces choses-là. Pour se mettre en appétit, on va parler de quelques études qui ont été faites au niveau concernant l'Internet des objets. Donc, ça a été fait par, encore une fois, OpenDNS. Eux, dans leur étude, leur rapport de 2015 concernant l'Internet des objets, ils ont identifié trois principaux risques. Moi, je parlerais peut-être plus de menaces, mais eux, ils parlent en termes de risques. Nouvelle surface d'exposition aux menaces, hors de la juridiction des services TI, parce que là, on parle de l'Internet des objets industriels, sans surveillance et sans processus de mise à jour et d'application des correctifs logiciels et de sécurité. Donc, ça, c'est les trois choses qu'ils ont identifiées dans leur rapport. Les vulnérabilités des plateformes d'Internet des objets induisent des risques, parce que si elles deviennent vulnérables, elles deviennent un point d'appui vers des attaques à l'interne. Puis les appareils de consommation de masse sont connectés en permanence. Ça, c'est ce que OpenDNS dit, puis ça correspond à la réalité. Il y a HP, Hewlett-Packard Enterprise, qui a fait aussi un état de situation pour 2015. Il arrive avec des chiffres qu'on peut qualifier de troublants. 90% des écosystèmes IoT, donc c'est la diapositive qu'on a vue tout à l'heure, collectent au moins une information personnelle. 70% des écosystèmes IoT ont des échanges réseau non chiffrés.
60% des équipements IoT ont des interfaces utilisateurs avec des vulnérabilités, XSS, etc., là, toute la litanie qu'on retrouve là-dessus. Puis 80% acceptent des mots de passe sans complexité, donc acceptent des mots de passe qui sont simples. Dans bien des fois, le mot de passe par défaut reste là si on ne change pas par nous-mêmes. Donc, l'attaque qu'il y a eu récemment sur l'Internet avec les webcams chinoises, ce que faisait le logiciel malicieux qui infectait les webcams, c'est qu'il faisait une brute force sur 50 mots de passe qui étaient connus sur les machines. Quand on installait les webcams, il n'y a rien qui nous forçait à changer le mot de passe. Donc, ça facilitait beaucoup le travail des pirates à ce niveau-là. Avant d'aller plus loin, on va parler du risque. On va se donner une définition du risque. Le risque, le monde des affaires connaît le risque depuis très, 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 très longtemps. Pour eux, le risque, ça a un aspect positif et un aspect positif. Le risque est perçu comme étant une opportunité ou comme un événement négatif. Donc, ils prennent un risque pour obtenir un gain, gagner quelque chose. Donc, une organisation peut démontrer un appétit, une tolérance au risque dans sa recherche d'opportunités. Donc, la compagnie chinoise, elle a vu une opportunité. Celle des webcams de tantôt, elle a vu une opportunité. Elle a pris un risque d'envoyer des équipements qui n'étaient pas très robustes au niveau de la sécurité en espérant faire un gain. Malheureusement, le risque, ils l'ont pris, mais ils l'ont perdu. Donc, il y a une perte de crédibilité et tout ça. En sécurité de l'information, nous, le risque, malheureusement ou heureusement, en tout cas, moi, ça me fait travailler, c'est quelque chose qui est vu comme étant sous l'aspect négatif. Donc, le risque est perçu comme étant une menace qui exploite une vulnérabilité avec des impacts négatifs. Et là, ce qu'on constate avec l'Internet des objets, mais on le voit aussi avec l'info nuagique, tout ça, c'est que le risque des autres deviennent mes risques à moi. Donc, si moi, je mets des choses dans le nuage ou si j'utilise des services de l'Internet des objets, bien, je fais confiance à celui qui me vend le produit. Je fais confiance à celui dont je consomme les services. Donc, si lui a des problèmes, moi, j'ai des problèmes. Donc, ces risques à lui deviennent les risques à moi. Donc, il y a comme une chaîne qui s'est créée. Donc, ça amène de la complexité, ça peut amener des effets de domino et tout ça. Évidemment, on ne peut pas mettre de la sécurité, oversizer les choses de sécurité. Il y a toujours un équilibre qui doit être fait. Cette petite pyramide qui est ici, c'est qu'il y a toujours un équilibre qui doit être fait entre les exigences de sécurité, les exigences d'affaires et les coûts et capacités technologiques. Bon, vous êtes des développeurs. Probablement que la pointe qui va vous intéresser le plus, c'est les capacités technologiques, mais il y a un coût associé à ça. Donc, tout dépendant de qu'est-ce qu'on cherche à protéger, c'est les efforts qu'on met pour le protéger versus sa valeur, versus du gain d'affaires, du gain monétaire qu'on espère, versus les exigences de sécurité. Tout ça, là, est des choses qui veulent s'équilibrer. On va revenir au risque, un petit modèle de risque. C'est un modèle qui est intéressant parce que je crois qu'il explique de façon simple qu'est-ce que le risque, puis c'est quoi la mécanique du risque. Donc, ce qu'on a à gauche, on a ce qu'on appelle les agents, et les 2D, ça représente la probabilité. Donc, les agents, c'est eux qui initient les menaces. Évidemment, dans ce cas-ci, l'agent, c'est le méchant qui est là. Donc, l'agent qui est là, mais ce n'est pas toujours un agent, ça peut être un événement aussi. Mais on va le voir tout à l'heure, mais pour les besoins de l'explication, on va dire que c'est quelqu'un de malveillant qui a des intentions malveillantes. Utilise des menaces pour attaquer quelque chose. Donc, c'est le truc qui est là, qui est la cible. On met en place des mesures de contrôle, des mesures de sécurité pour protéger cette cible-là, notamment en ce qui concerne ses vulnérabilités. Parce que pour qu'une attaque fonctionne, c'est qu'on attaque quelque chose qui est vulnérable. Notre attaque, elle réussit, on a réussi à exploiter la vulnérabilité. Et c'est là que le risque se concrétise, puis ça a un impact sur les actifs. Dans ce cas-là, ça serait l'Internet des objets. Donc, ça pourrait avoir des impacts sur sa disponibilité, sur son intégrité et la confidentialité ou un mélange des trois à ce moment-là. Qui sont les agents? C'est une taxinomie des agents. Donc, on a les agents Act of God, donc ça peut être un désastre, donc on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc, ça peut être un événement naturel, des trucs du genre qui peuvent impacter. Ça peut être non humain, panne, bris matériel ou logiciel, les bugs que vous connaissez bien, ce qui fait partie de vos vies. Et aussi, on peut avoir aussi du côté humain. Donc, on a l'humain qui est malveillant.
Et ça peut être quelqu'un d'externe, pirate, criminel, cybervandale, association politique, qui ont des motivations pour mener les attaques. Ça peut être à l'interne aussi, ça peut être un employé malveillant. Et ça peut être un humain non malveillant, donc qui commet quelque chose par ignorance, une erreur, méconnaissance et tout ça. Donc, tous les humains ont des motivations, soit criminelles, politiques, économiques, vandalisme, recherche de publicité, tout ça. Anonymous, c'est un bel exemple. Donc, c'est des gens qui ont un motif politique pour lancer des attaques. Le plus souvent, des attaques de déni de service. Concernant les menaces, encore là, c'est ce qu'on appelle une taxinomie, là, qui est un classement des menaces. Donc, tous les trucs qu'on entend parler, là, les dénis de service, les chevals de Troie, tout ça, on peut les insérer dans cette classification-là. Donc, l'action de menace, c'est soit qu'on veut s'authentifier, soit qu'on veut contourner, usurper, saturer, lire, copier, voler, modifier, détruire, détourner, balayer, sonder. Ça, j'aime beaucoup cette énumération-là. Ça me donne un frisson. Et on a comme cible identifiant, compte, processus, données, composants, ordinateur, réseau, protocole réseau. Et on exploite vulnérabilité essentiellement, que ce soit une vulnérabilité de design, d'implantation ou de configuration. Et ça a comme résultat, comme impact, une élévation de privilèges, un accès à l'information, corruption d'information, déni de service, usage de ressources. Donc, l'élévation de privilèges, bien, ça peut nous permet d'avoir accès à de l'information, ça peut nous permettre de mettre en péril l'intégrité, ça peut mettre en péril la disponibilité. L'accès à l'information, bien évidemment, c'est la confidentialité. Corruption d'information, l'intégrité. Déni de service, bien encore, c'est une perte de disponibilité. Puis usage de ressources, bien, c'est une perte de disponibilité où on sert d'une ressource à d'autres fins, autres que celle à laquelle elle a été produite. Donc, les agents utilisent des menaces par différents moyens. Bon, tout ça se met en place dans un scénario d'attaque. Donc, la séquence habituelle, mais ce n'est pas forcément, tous les éléments ne sont pas forcément là. Donc, il y a une reconnaissance qui est faite, il y a un chargement, il y a une mise à feu, il y a une exploitation. Donc, la menace a réussi. Il y a l'installation de quelque chose, command and control, puis l'exécution. Voici un exemple de scénario d'attaque: balayage par un bot, exploitation par une attaque de brute force, modification de paramètres, injection de code malveillant, balayage dans le réseau local à la recherche de d'autres bidules à infecter, rattachement à un réseau de botnet, command and control, puis attente d'instruction pour une attaque de déni de service. C'est exactement la séquence qui a eu lieu de l'attaque que je vous parlais tout à l'heure, des serveurs DNS par des webcams qui étaient mal conçus, mal fabriqués. Essentiellement, il y a un bot qui balayait l'Internet, qui cherchait ces webcams-là par un balayage puis découverte de signature. Un coup que la webcam était identifiée, il envoyait une séquence d'authentification pour avoir accès à la webcam avec les mots de passe par défaut connus. Un coup que c'était fait, modifier les paramètres, il injectait du code pour modifier le OS, la webcam, le microcode qu'il y avait dedans. Ensuite, un coup que c'était fait, cette webcam-là balayait autour d'elle pour trouver d'autres webcams pour répéter l'attaque. Et ensuite, elle se signalait au command and control pour dire « je suis infecté puis j'attends des ordres ». Et après ça, elle était en attente d'une attaque de déni de service. Donc, ça s'est réalisé il y a quelques semaines. Donc, on avait 100 000 ou peu importe le nombre d'équipements qui étaient en attente d'attaque qui ciblaient des services que le command and control donnait. Et ces webcams-là, il y avait une série de possibilités en termes d'attaques au niveau de déni de service, UCP, TCP, des attaques HTTP. C'était assez varié, puis ils pouvaient même en charger d'autres dedans. Les 10 principales vulnérabilités, donc vous voyez, on suit la chaîne de notre petit modèle, donc de OAPS, donc vous savez probablement plus que moi ce que c'est l'OAPS. Donc eux, ils ont identifié 10 vulnérabilités les plus connues, les plus communes concernant l'Internet des objets. Donc ils ont fait une étude précise là-dessus. Donc la première, c'est encore des choses que vous avez sûrement entendu parler, interface web non sécuritaire. Je précise que ces vulnérabilités-là peuvent s'appliquer à un des acteurs de l'écosystème, tout dépendant de ses capacités, évidemment, de connexion sur le réseau. Donc, interface web non sécuritaire, authentification et habilitation faible,
service réseau non sécuritaire, chiffrement faible ou absent du service réseau, enjeux de protection de la vie privée, interface non sécuritaire des services infonuagiques, interface vulnérable au niveau des services mobiles, configuration minimale de sécurité, logiciel, microcode, système d'exploitation non sécuritaire, sécurité physique déficiente. Donc, chacun de ces vulnérabilités-là peut s'appliquer à un des acteurs de l'écosystème et tout ça constitue des surfaces d'attaque qui se sont élargies à ce moment-là. Donc, quand je parlais tout à l'heure que la surface d'attaque, elle est large, on a un exemple ici que si la sécurité n'est pas bien appliquée, bien, si on a le choix pour pouvoir attaquer l'Internet des objets, on a un paquet de points d'entrée là, pour pouvoir attaquer le système et en profiter. Évidemment, c'est initié par l'agent qui est ici, qui est dans le bas. Pour montrer illustrer de façon plus réelle qu'est-ce que c'est la surface d'attaque, c'est une étude qui a été faite par le GSM Association qui a identifié les surfaces d'attaque de l'auto connecté. Donc, l'ensemble des systèmes qu'on retrouve dans une auto connectée standard. Et j'ai mis en noir les endroits où il y a des vulnérabilités dans l'auto connecté. Notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de ECU, qui est le Engine Control Unit, c'est ce qui permet de contrôler l'automobile. Ça parle à différents dispositifs qui sont dispersés à travers l'automobile, à travers un petit bus. C'est un genre de petit réseau local, on peut l'appeler ainsi, qui parle, par exemple, à l'air climatisé, qui parle aux radios, qui parle à la fermeture, ouverture des portes, tout ça. Il y a une compagnie qui a étudié ça il y a quelques années, IO Active, puis ont découvert que le trafic qui est sur ce petit réseau local, ce bus de communication, il est non chiffré, non authentifié. Il n'y a aucun contrôle qui est fait sur le trafic qui est fait là-dessus. Donc, si on réussit à embarquer dans l'automobile par un moyen quelconque, donc soit par le port USB, soit par le port de diagnostic, le OBD, le Open Board Diagnostic, soit par le port USB ou la connexion sans fil, parce que de plus en plus, les autoroutes sont connectées, il faut qu'ils se connectent à quelque part, donc c'est par le réseau cellulaire, la plupart du temps, ou par Wi-Fi, ou peu importe. Donc, si on réussit à embarquer dans l'automobile, puis apparemment c'est assez facile, c'est qu'un coup qu'on a les pieds dedans, puis qu'on réussit à exploiter une vulnérabilité, puis on est capable de contrôler l'automobile. On est capable d'injecter du trafic qui est à travers ce petit bus-là. Donc, on peut y faire fermer les portes. On peut même contrôler les freins. Donc, l'histoire de la Jeep là, qui a pris le clos là, parce qu'elle a été connectée, c'est par ce moyen-là qu'ils sont passés. Donc, le petit réseau local à l'intérieur, ils ont découvert qu'un coup qu'on pouvait contrôler un des devices puis lancer des messages, on peut faire ce qu'on veut. Autrement dit, on peut injecter du bruit, on peut injecter des commandes, on peut carrément mettre l'auto inopérante. Aperçu des mesures de contrôle et de sécurité. Donc là, on a parlé des menaces, on a parlé des vulnérabilités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir, pour assurer une sécurité? Donc évidemment, ça on ne le répétera jamais assez, c'est dès le départ qu'il faut concevoir la sécurité. Il faut qu'on fasse une analyse de risque. Donc évidemment, si vous faites quelque chose pour vous, vos besoins personnels, on ne vous demandera pas de faire une analyse de risque, mais si on doit concevoir quelque chose qui doit aller en production à grand volume, puis si ça concerne des domaines qui sont sensibles, par exemple le domaine médical ou le domaine militaire ou des choses qui sont mobiles, qui pourraient éventuellement blesser des gens, il faut qu'on fasse une analyse de risque. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quelles sont les chances que ça se produise et tout ça? Donc, c'est dans l'analyse de risque. Ensuite, c'est de donner un cadre de développement sécuritaire. Donc, ça, vous savez tout ce que ça veut dire. C'est comment qu'est-ce qu'on prend comme code, comment qu'on code, c'est quoi les principales vulnérabilités qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'on fait pour le faire. Il faut implanter des mesures de contrôle d'accès. Donc, des mesures réseau, segmentation, l'authentification qui est un élément important, toute la question du chiffrement des données, des communications. La gestion des identités et habilitations. Donc, s'il doit y avoir une interaction entre quelque chose et votre bidule, donc, comment on définit les utilisateurs, la granularité des habilitations, la gestion des vulnérabilités, comment on fait les mises à jour. Ça, on l'a vu tout à l'heure dans l'étude de l'OpenDNS, c'est un des problèmes présentement au niveau de l'Internet des objets, c'est comment on fait les mises à jour. Est-ce que c'est compliqué? Parfois, il n'y en a pas de mécanisme.
Parfois, il y en a où c'est très, très compliqué. Des fois, il y en a, mais c'est mal foutu. Par exemple, on peut aller chercher du code, mais qui n'est même pas signé. Donc, ça peut être du code qui est vulnérable qu'on injecte dans la machine. Puis, il y a toute la notion de détection des intrusions, donc la journalisation, comment on la fait, l'envoi d'alerte s'il y a un comportement qui est hors norme. Ensuite, il y a un niveau, ça c'est conception et design, donc c'est le manufacturier que ça concerne. Puis encore là, ce n'est qu'un aperçu des mesures de contrôle qui peuvent être mises en place. Au niveau de l'exploitation, l'exploitation, c'est quoi? Bien, c'est le fournisseur de services d'Internet des objets, donc qui peut être dans l'info nuagique. Encore là, c'est l'analyse de risque. Quels sont ses risques à lui? Les contrôles d'accès, réseau, segmentation du réseau, l'authentification, chiffrement. Encore là, on voit que ça ressemble beaucoup au concepteur. La gestion des identités et habilitations. Donc, comment on définit l'utilisateur, la granularité des habilitations. La gestion des vulnérabilités. Et ensuite, la détection des intrusions, donc la journalisation de l'envoi d'alerte, détection et éradication de code malveillant. Donc ça, c'est celui qui est connecté dans le nuage, puis qui parle aux différents objets et qui parle aussi aux humains qui se connectent pour aller chercher des services. Finalement, l'utilisateur, l'utilisation. Encore là, c'est l'humain, c'est celui qui exploite l'écosystème IoT. Évidemment, l'humain lui-même, c'est le maillon le plus faible, donc il y a une sensibilisation qui devrait être faite vis-à-vis les individus. Je ne l'ai pas écrit là-dessus, mais c'est une chose qui doit être faite. Déploiement sécuritaire, le contrôle d'accès, segmentation. Idéalement, l'Internet des objets devrait être dans un segment réseau à part. Évidemment, ce n'est pas pensable pour quelqu'un à la maison, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les connaissances ni les compétences pour le faire. Il n'y a pas les moyens de le faire aussi. Mais si on le fait en entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment une très bonne idée à faire. C'est plus compliqué, cependant. Il y a toutes sortes d'enjeux techniques qui rentrent en ligne de compte, mais c'est quelque chose qui doit être fait dans la mesure du possible. Segmentation, activer une authentification, idéalement d'un niveau de confiance adéquat. Activer le chiffrement, identité et habilitation, c'est suivre les bonnes pratiques, gestion des vulnérabilités, faire les mises à jour régulières ou qu'elles se fassent de façon automatique. Ça serait une bonne pratique à mettre en œuvre. Détection des intrusions, surveiller les journaux et les alertes. Donc, c'est que le Bédule puisse nous parler. Mon opinion est que c'est difficile de demander ça à l'individu moyen. Ce que ça va prendre une intelligence. Ça va prendre une boîte à quelque part qu'on va pouvoir déployer, qui va surveiller notre réseau à la maison, un agent quelconque. Ça va probablement être la meilleure solution. Le jour qu'on va avoir ça, ça va permettre de réduire beaucoup de problèmes. Il y a quelque chose que je n'ai pas écrit là-dessus, c'est une diapositive que je n'ai pas eu le temps de faire. C'est bien beau élaborer, parler de mesures de contrôle et tout ça, mais il y a des processus qui sont derrière ça, parce que la sécurité, ce n'est pas uniquement de la technologie, c'est essentiellement un processus. Donc, si on déploie quelque chose, ça prend quelque chose, une série d'actions, d'activités qui s'en occupent. Donc, si on déploie un antivirus, si on active les journaux, mais s'il n'y a personne qui les lit, qui les analyse, s'il n'y a pas d'action, de réaction qui est faite vis-à-vis de ça, ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est avant tout une question de processus. Si jamais vous voulez vérifier votre sécurité, il y a Shodan, qui est un peu le Google de l'Internet des objets. Donc, c'est essentiellement un robot qui scanne le web puis qui identifie les objets qu'il trouve. Donc, il scanne IPv4 au complet. Je ne sais pas s'il scanne IPv6, là. Je crois que oui, mais ça serait à vérifier. Donc, on peut rentrer certains critères de recherche, puis ça peut nous sortir toutes les webcams de tel manufacturier, tout ça. Il y a une compagnie qui s'appelle Bollgard qui a sorti un genre d'interface vis-à-vis Shodan. C'est que si vous allez sur cette URL-là, bien, ce que ça fait, c'est essentiellement, ça va regarder l'adresse IP d'où provient la requête, puis ça va vous indiquer si vous êtes listé dans Shodan. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête à jouer dans Shodan, si vous n'avez pas le temps, mais si à la maison, vous voulez savoir si je suis visible au niveau de l'Internet des objets à partir de chez moi ou à l'intérieur de l'entreprise, Bollgard va vous le dire. Je l'ai essayé à la maison, puis ça m'a permis de me rappeler que j'avais 2 trucs de connectés que j'avais oubliés. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait, là. Maintenant, on va
terminer là-dessus sur une simple méthode de définition du risque. Donc, quand on parle d'analyse de risque ou de gestion du risque, il y en a souvent qui deviennent comme dans un état incontrôlable, qui tombent en convulsion ou qui sauvent aux toilettes, qui ne veulent pas en entendre parler parce que c'est compliqué. On parle d'un langage abscon. C'est souvent des décideurs. J'en ai même déjà vu un qui a fait une crise d'hystérie une fois quand on lui parlait de gestion du risque. Donc, c'est une méthode simple. C'est essentiellement quelques questions qu'on pose ou qu'on se pose pour essayer de déterminer c'est quoi le risque auquel on fait face. Donc, il y a la question de déterminer le contexte. Donc, c'est quoi l'objet? C'est quoi l'objet de l'étude? Quelle est la portée? Donc, est-ce que c'est seulement l'aspect technologique? Est-ce qu'on va regarder les processus? Donc, c'est bien important de déterminer qu'est-ce qu'on regarde, puis de quel angle qu'on le regarde, puis pourquoi et comment va-t-on gérer les risques? Y a-t-il une raison vis-à-vis de ça? Donc, évidemment, si c'est pour la machine à café qui est tout seul, qui est connectée chez le fournisseur, tout ça, le risque est peut-être faible, mais si la machine à café est connectée sur le réseau d'entreprise, donc elle peut devenir un point d'entrée pour pouvoir rentrer dans le réseau d'entreprise. C'est un exemple naïf, là, mais c'est juste pour vous donner une idée, c'est quoi les points de départ. Les événements redoutés, donc, quel événement doit-on craindre? Quels seraient les plus graves? Quels sont les plus vraisemblables et probables? Puis les scénarios de menace, quelle est la mécanique qui pourrait amener la concrétisation de ces menaces-là, les scénarios de menace. Donc, quels scénarios sont possibles? Quels sont les plus vraisemblables et probables? Donc, ça nous permet de déterminer le risque, donc définir une cartographie des risques, évaluer les impacts, comment communiquer le risque, puis comment le traiter. Communiquer le risque, c'est quoi? C'est d'être capable d'expliquer c'est quoi le risque de manière simple. Donc, c'est d'éviter de tomber dans la techno, mais c'est de dire, ce bidule-là, si ça plante ou s'il se fait attaquer, bien, voilà ce qui pourrait se produire. On pourrait être obligé d'arrêter la production pendant 2 jours. Donc, ça, le gestionnaire, habituellement, il comprend assez bien. 2 jours, pour lui, ça égal peut-être 500 000 $. Donc, il va dire, je ne veux pas perdre 500 000 $. Bon, on dit, ça va coûter 50 000 appliquer les mesures de contrôle. Donc, il voit qu'il peut y avoir un gain à faire de se sécuriser. Quelles mesures doit-on appliquer? Le risque résiduel est-il acceptable? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque zéro. Il restera toujours un risque à la fin, mais il faut qu'il soit acceptable à ce moment-là. Le traitement du risque, il y a essentiellement 4 manières qu'on peut traiter du risque, mais en réalité, il y en a une 5e que je vais vous dire à la fin. Soit qu'on le réduise, donc si on trouve qu'il y a un risque qui reste, qui nous semble inacceptable, bien, on trouve les moyens de le réduire par des mesures de contrôle qu'on a vues tout à l'heure, puis on refait l'exercice. On le maintient, soit qu'on trouve que c'est suffisant, puis que le risque résiduel, on l'accepte, ou on le refuse carrément. Donc, évidemment, on dit, pour nous, ça ne semble pas acceptable, on ne veut pas investir plus, donc on n'embarque pas là-dedans. Ou on le partage, ça veut dire essentiellement, on peut assurer. Il y a des compagnies d'assurance qui peuvent assurer le risque. Ça se fait depuis de nombreuses années, puis ça se fait de plus en plus. Et il y a le dernier, que je n'ai pas écrit, qui est l'aveuglement volontaire. Donc ça, c'est ceux qui ne veulent même pas en entendre parler. Ils veulent faire quelque chose, mais ils ne veulent rien entendre. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, dans ce temps-là, on lui dit, tu peux peut-être faire de la prison. Donc là, ça peut peut-être amener les gens à réfléchir un peu. C'est terminé là-dessus. Donc, si jamais vous avez des questions. Oui? Tout à l'heure, vous parliez de domaines sensibles versus non sensibles. Et ça me fait penser à quelque chose qu'un amateur de programmation fonctionnelle et de typage très fort m'a dit plus tôt cette année. Il lançait la question, quels domaines sont vraiment non sensibles aujourd'hui? Parce que, mettons, le fabricant de jouets Vitech, s'il commence à faire des jouets connectés, d'habitude, leurs jouets sont assez fermés aujourd'hui, mais mettons qu'ils commencent à faire des jouets connectés, est-ce que les instances, les décideurs, justement, sont en train de penser à imposer des certifications de base pour ces appareils-là? Parce que le jouet, il pourrait très bien se connecter par la bande à quelque chose de beaucoup plus important. Ça me fait penser à un cas réel, c'est qu'il y a les fameuses poupées, là, les Barbie, là, qui sont connectées, qui peuvent entendre et voir. Donc, le gouvernement américain a envoyé une directive, les hauts fonctionnaires, qui ont dit qu'il est hors de question que ces poupées-là soient à la maison, parce que les poupées pourraient potentiellement entendre. Donc, c'est un jouet, mais c'est un jouet qui
pour certains individus, le jouet pourra avoir accès à des activités sensibles, donc des conversations, des choses de ce genre-là. Donc, ça dépend toujours du domaine dans lequel on s'adresse. Les données biométriques, par exemple, dans certains cas, ça peut être des données qui peuvent être sensibles. Donc, si j'ai mon bracelet connecté, ça connecte des informations qui me concernent, puis ça me permet de déterminer que j'ai un problème de santé, ben là, ça devient une information sensible. Ça dépend toujours du contexte puis à qui ça s'adresse. Oui? Est-ce qu'il y a des règles qui encadrent un peu, comme, mettons, Samsung, récemment, que ses frigidaires, ils ne pouvaient plus l'updater à cause qu'ils s'étaient plantés dans leur propre code, là? Qui explose? Ouais, Non, ça, c'est les laveuses qui explosent, Samsung. Ouais, mais tu sais, le gars, il ne pouvait plus connecter son calendrier. Est-ce qu'il y a des règles qui encadrent ce genre de problèmes-là qui vont arriver de plus en plus, ou c'est même le cadre législatif n'est pas encore rendu là? Le cadre, je ne crois pas que le cadre législatif, présentement, il n'est pas rendu là, mais de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des enjeux importants liés à ça. Il y a des normes qui commencent à être élaborées. Il y a quelques organismes américains, et les Européens sont très en avance sur l'Amérique à ce niveau-là. Donc, il y a l'ENISA, l'organisme qu'on a vu tantôt, ils ont commencé à émettre des bonnes pratiques relativement à l'Internet des objets. Et il y a de plus en plus de gouvernements qui commencent à étudier la question, qui vont émettre des directives, notamment au niveau de l'automobile. L'automobile connecté, c'est quelque chose, bon, qu'il y a beaucoup de précautions qui sont prises relativement à ça, là. Donc, comme par exemple les premières automobiles connectées et autonomes, ils vont demander à ce qu'il y ait un humain qui soit assis dedans, à la place du chauffeur, mais il ne chauffera pas, là. Bon, ça va être comme ça pendant un certain temps. Mais jusqu'au jour où ils vont juger que ce soit assez sécuritaire pour qu'ils puissent la laisser aller. Donc, ça dépend toujours du contexte dans lequel on se trouve, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça, je vous